Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. À la demande de certains d'entre vous, dont Frank Colombo qui nous a écrit, puis on aime ça quand vous nous écrivez, eh bien, on fait suite à la première diffusion des Titres Vus où on vous a parlé de Vendredi 13. On va vous parler aujourd'hui de Friday the 13th Part 2. Oui, parce que, comme on vous le disait la dernière fois, la série des Friday 13 est très populaire par les temps qui courent. Beaucoup de gens décident de regarder à nouveau cette série-là. Probablement, comme on vous le disait la dernière fois, pandémie oblige, ben les gens décident de regarder des séries d'antan, les séries qui, entre guillemets, font du bien. Ça fait du bien de revoir des choses auxquelles on est habitué, puis des choses, quand on est bien dans ses pantoufles, ces fois, ça fait du bien aussi de regarder des choses comme celle-là. D'autant plus que ça arrive très peu souvent maintenant qu'on nous sert du contenu original. Donc, écoutez, on vous dira pas que Friday 13 Part 2 c'est du contenu original, vraiment pas. Cela dit en passant, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas plaisir de regarder à nouveau un épisode de cette série-là. Donc, Friday the 13th Part 2, vendredi 13, la deuxième partie, fait suite évidemment au succès inattendu, oui et non, de ce premier opus. On le souhaitait évidemment. Sean S. Cunningham ne s'attendait certainement pas à ce que son film récolte autant d'argent que cela. Paramount devait être très très heureux suite à cet investissement mineur pour ce film d'horreur, donc quelques centaines de milliers de dollars seulement. Mais évidemment, on voulait capitaliser sur ce phénomène-là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. Évidemment, vous le savez, le film est sorti en 1980. Un an plus tard, 1981, déjà cette suite qui sort. Et à l'époque, vous le savez, ou peut-être ou pas, Sean S. Cunningham, Betsy Palmer, qui évidemment jouait dans le premier film, et Tom Savini, lui aussi, maître des effets spéciaux, ont tous clamé haut et fort qu'il était complètement ridicule qu'il y ait une suite à ce film-là. Bien que vous le savez, à la toute fin du premier film, il y avait une fin un peu à la Carrie où, évidemment, Jason émergeait de Crystal Lake, du lac, évidemment dans une séquence qu'on appelle le Dream Sequence. Donc, était-ce vrai, oui ou non? Et même si c'était vrai, la suite, évidemment il y a une suite, la suite logique est donc plus ou moins possible parce que on sait que notre amie Alice a évidemment des problèmes psychologiques suite à cet événement-là, mais lorsque Jason sort de l'eau, il est encore un enfant, donc une espèce de zombie enfant. Et donc, dans les événements qui suivent, dans les événements du vendredi 13 suivant, qui se déroulent 5 ans plus tard, bon, évidemment, dans la prémisse du film, on ne sait pas si c'est exactement 5 ans plus tard ou pas. Ça ne l'indique pas nulle part, hein, le fameux 5 ans, là. C'est indiqué quand on lit évidemment les différents synopsis. Donc 5 ans plus tard, je pense qu'on le mentionne dans le film. Oui, d'après moi on le mentionne dans le film, mais ce que je veux dire, c'est que dans la prémisse du film, au moment où le film commence, on ne sait pas à quel moment ça se passe, mais il y a un illogisme de toute manière. Si évidemment on comprend qu'à la fin du film précédent, puis 5 ans plus tard, c'est impossible que tout à coup le jeune Jason, le petit Jason zombie ou peu importe comment on peut l'appeler, se retrouve tout à coup à être un Jason adulte. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Bref, tout ça commence avec cette fameuse scène, puis très très bizarrement parce que, pas bizarrement en fait, je sais pas si c'est Tommy Lee Wallace a voulu rendre hommage un peu à ce film lorsqu'il a tourné la télésérie Hit, parce que c'est la même chanson qui débute le film, et évidemment, on vous le savez, hein, c'est avec le système d'égout. Donc l'eau s'écoule un petit peu. Alors, je sais pas s'il a voulu vraiment rendre hommage à ça, mais ça commence avec cette fameuse chanson qui est très très connue au niveau, chez les Américains. Donc, petit garçon qui se fait, qu'on appelle, on dirait rentre à la maison, et évidemment, le fameux pied énorme de Jason qui apparaît. Alors, on comprend tout de suite que ce sera le méchant du film. Pour les gens qui savent pas évidemment à l'époque qu'est-ce qui se passe, parce qu'évidemment on peut pas nécessairement comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc il y a un nouveau tueur, on se doute bien
On se doute très bien qu'il ne s'agit pas de Pamela Voorhees parce que notre ami Jason porte le jeans, de cowboy d'ailleurs. Notre ami Jason, qu'on va voir plus tard dans d'autres attirails, quand la seconde partie commence, ben, on va découvrir que c'est plus un hillbilly qu'un cowboy, mais il a l'air d'un cowboy, il se promène un peu comme un cowboy. Donc on ne sait pas quel genre de tueur en série ça va être. On retrouve, dis-je, notre amie Alice qui vit seule chez elle, qui a besoin de vivre seule. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle mentionne à sa mère au téléphone. Les producteurs avaient demandé à la comédienne Adrienne King de participer plus longtemps au tournage, ce qu'elle a refusé pour plusieurs motifs. Le motif principal, c'est qu'Adrienne King, suite au tournage de Friday the 13th, a été harcelée par un fan un peu bizarroïde, alors plus dangereux encore que Pamela Voorhees et Jason Voorhees. Une espèce de stalker là, qui arrêtait pas de la harceler jusque dans son appartement. Bizarrement, on dirait que la scène a été, la scène du début représente un peu ce qu'elle a vécu finalement. Et donc, elle a dit, bon, ça va, je suis prête à jouer dans le film, mais vraiment pour quelques scènes seulement, pour une scène en fait, pour une scène seulement. Et si vous regardez, là, si vous cherchez cette comédienne-là, Adrienne King, vous ne la reverrez plus jamais parce qu'elle a décidé de se retirer vraiment là, complètement là, du milieu artistique. Donc, ni pour des films, ni pour des séries télé ou quoi que ce soit. Donc, ça l'a vraiment traumatisé complètement. Donc, cette première scène qui, à mon avis, d'abord est très longue, beaucoup trop longue, manque de suspense, malheureusement, le scénario est, bon, vous savez de toute façon que ce film est simplement une espèce de copie carbone de ce qu'on avait vu dans le film précédent, mais là, de toute façon, cette scène-là n'a rien à voir évidemment avec les scènes de camp, là, on essaie évidemment d'éliminer le personnage comme on essaie souvent de le faire quand on a un personnage qui est existant dans un film. On l'a vu dans plusieurs autres séries. On l'a fait entre autres. Jamie Lee Curtis en a été une victime entre autres à maintes reprises, en fait à maintes reprises, à quelques reprises, mais principalement dans la série Halloween, on s'en est débarrassé malheureusement dans un film épouvantable. C'est atroce là, c'est probablement une des pires morts qu'on peut attribuer en fait à un personnage principal. Celui-ci, c'est pas la meilleure fin pour un personnage de cette envergure-là, qui a quand même été un personnage important dans une série d'horreur. Mais c'est quand même pas si mal, c'est juste que, bon, évidemment, comme je vous le disais, là, je pense un peu plate, là, surtout avec l'arrivée cliché du chat qui arrive par la fenêtre. Bon, la scène du frigo, quand même, est quand même pas si mal. Donc, avec l'ouverture du frigo, puis on dévoile que la tête de Pamela Voorhees se trouve à l'intérieur. Dans une espèce de cliché, pas de cliché, mais en fait, je vais un peu fort, là, c'est plus un hommage, en fait, à Psychose. Évidemment. Donc, cette scène-là qui est quand même un peu longue, après ça, on se retrouve, après le générique, on recommence le circuit. Là. C'est vraiment là, on recommence au complet avec des nouveaux personnages qui arrivent à nouveau dans le petit village, qui est pas Crystal Lake, là, mais le petit village. Donc, alors deux personnages qui sont des espèces de copies, comme je disais, des copies de ce qu'on a vu avant, d'une espèce de copie de Kevin Bacon. L'autre personnage, moi, que j'ai bien aimé, qui est le personnage de Sandra, qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu dans les autres personnages, qui est, à mon avis, Sandra, on l'a pas revu, cette comédienne-là. D'ailleurs, si vous allez sur les sites, entre autres, on voit même pas son visage. Donc, qui est un personnage très important dans cette histoire-là. Et donc, espèce de petite scène amusante, là, où on nous fait croire qu'il se passe quelque chose de grave. Finalement, c'est un gag. Et pour nous faire découvrir un autre personnage qui est lui, le petit comique de la gang, qui était comme dans le premier film, le petit comique de la gang. Donc, on retrouve donc, tu sais, nos patterns, on est bien, on est heureux parce que, effectivement, ce qu'on aime dans ce genre de film-là, c'est de recommencer encore une fois et encore, puis on n'est pas content quand c'est pas la même chose. On n'est pas content. Donc, le cinéphile est heureux parce qu'on retrouve les mêmes personnages, simplement avec des faces un petit peu différentes. Alors, on se retrouve encore une fois, mais là,
On n'est pas à Crystal Lake, on n'est pas dans le camp Crystal Lake, mais dans un camp où on forme des moniteurs, des animateurs, ce qui est une très bonne idée. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que l'idée de base est intéressante pour faire différent, évidemment, du premier film. Et la première scène, d'ailleurs, où il y a Paul, là, qui est l'espèce de chef moniteur, est quand même intéressante parce on campe quand même bien l'action, on dit exactement ce qu'il y en est, voici ce qu'on fait ici. Donc ça, c'est quand même une scène qui est quand même pas mal et qui est suivie un petit peu plus tard par une scène culte qui est probablement une des très très bonnes scènes, mais qui arrive beaucoup plus tard qu'on pense. Hein. Souvent, dans notre mémoire, on a l'impression que c'est comme la première scène du film parce que cette scène-là, vous le savez, elle va être reprise dans le 3, dans le 4, puis bon, etc. Donc, cette fameuse scène autour du feu de camp où on raconte la fameuse légende, le fameux mythe de Jason. Et ça, je trouve que c'est un peu à l'image de la fameuse scène que Kanye aura eu dans le camion dans le premier Friday the 13th. Mais là, c'est très bien. Je trouve que cette scène-là est très bonne. Des scènes autour du feu, là, il y en a eu en veux-tu en voilà dans le cinéma d'horreur. Celle-là est très bien réussie. Évidemment, elle se termine avec un gag futile, inutile. Il aurait pu être meilleur. Mais c'est toujours malheureusement comme ça que ça se termine, là, avec la blague, mais bon. Mais c'est un des bons, tu sais, une des bonnes ghost stories autour du feu, là. Une des meilleures est certainement dans celle qui débute le film de Fogg, là, qui elle au moins se termine pas avec une espèce de gag, là, mais celui-là est quand même pas si mal. Et après ça, là, on campe nos personnages principaux, et là, on voit vraiment que c'est vraiment, comme je le disais tantôt, des personnages qui sont identiques, puis tu te dis, voyons, ils ont-tu repris la même comédienne qui était dans le premier film? Elle y ressemble comme deux gouttes d'eau, puis etc., etc. Bon, ça va quand même pas si mal. Les seuls personnages qui sont un peu différents, c'est le personnage, puis vous me permettrez que je regarde, c'est Terry, là, l'espèce de fille qui est habillée, qui a des shorts tellement courts que, bon, bref, c'est un restant de tissu. Et puis, l'espèce de pervers là, qui est tout le temps en train de la suivre. Ces personnages-là n'étaient pas là dans le premier film. Ça ajoute un côté, bon, pour les voyeurs qui, évidemment, mais ça fait partie de l'univers de Vendredi 13. Donc, tu sais, on a beau dire que ce personnage-là est un pervers dégueulasse, mais en même temps, la plupart des gars qui regardent ces films-là, ben, ils sont bien contents de voir les faufounes de la fameuse Terry en question, qu'on verra d'ailleurs véritablement un peu plus tard. Donc, c'est puis un très bon personnage, soit dit en passant. Ce qui est un peu différent de ce qu'on avait vu dans le premier, c'est le personnage de Mark, qui est un handicapé, qui est un des personnages très sympathiques du film. Et bien entendu, ben là, on peut pas passer sous silence la présence de Amy Steele, qui joue le personnage de Jenny, qui est probablement, sans aucun doute, le meilleur personnage de la série des Vendredi 13, qui surclasse d'ailleurs sans aucun doute Alice du premier film. Ça, pas de doute là-dessus, pour bien des raisons. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus jolie? Bon, ça c'est discutable, oui, ça, probablement. Mais c'est surtout parce que en raison de la qualité de la comédienne, elle vole toutes les scènes où elle se trouve, elle est vraiment extraordinaire, très bonne comédienne. On y croit tout le temps, c'est vraiment des fois il y a des comédiens de plus haut niveau, ben celle-ci, ben par rapport aux autres, ça fait en sorte que le film est meilleur que ce qu'il aurait pu être en fait. Alors les scènes, parlons un peu des différentes scènes qui sont plus importantes, plus marquantes là-dedans. Évidemment, comme je le disais tantôt, un des personnages importants, c'est le fameux personnage de Sandra. Et bon, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, Sandra, elle me tombe ses nerfs, etc. » Oui, effectivement, quand tu regardes le film la première fois, quand tu es jeune, la maudite Sandra, c'est de sa faute si Jason vient au camp. Ben oui, mais heureusement que Sandra s'arrange pour que Jason vienne au camp, parce que sinon, il n'aurait pas de film. Alors donc, oui, elle entraîne son fameux Kevin Bacon, dont j'ai oublié le nom, là. Puis elle dit, on va aller voir du côté de Crystal Lake, puis elle dit, ah oui, je veux savoir un peu plus. Ben, c'est typiquement à dos de voir, hey, regarde, il est mort, de toute façon, le gars, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, on va aller explorer. Une des choses qui m'a vraiment déçu, et puis ça, c'est typique à bien des films d'horreur qui n'ont pas de budget. Il arrive sur le site de Crystal Lake, ramasse la pancarte. Ce n'est pas la pancarte du premier film, c'est une pancarte chipette et ça me déçoit toujours. Comme par exemple quand on arrive dans Halloween 6, puis qu'on arrive devant la maison, c'est jamais la même maison, là, à part dans certains cas. On arrive puis que de la maison, ça ressemble pas à tout. Et non,
Je sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont jeté à terre, ils l'ont mis une nouvelle, puis c'est le Myers House, mais en tout cas, bref. Donc, tu sais, puis pourtant, on s'entend-tu que faire une pancarte, là, ça prend pas grand-chose, ça prend 10 piastres, puis, tu sais, quelqu'un qui a un peu de talent, là. En tout cas, fait que ça, c'est le genre d'affaire moi, m'agace véritablement. Puis je pense pas que c'est parce que je suis quelqu'un qui remarque les détails. On s'entend-tu qu'une pancarte, c'est assez important, puis on la voit rentrant, puis quand Steve Christie se fait tuer dans le premier film, la flashlight est là, puis etc. Bon, en tout cas, bref, ces personnages-là sont intéressants, mais ce qui est aussi intéressant, bon, il y a, il y a les fameuses scènes dont tout le monde se souvient, la fameuse, comme je disais, la fameuse Terry qui va se baigner nue, c'est devenu un classique, et à partir de là, évidemment, on va avoir besoin de nos fameuses scènes de nudité comme nécessaires dans tous ces genres de films-là, même si on en aura eu dans le premier film, là, mais tu sais, c'était moins explicite. Mais c'est juste qu'à partir de ce moment-là, on a des personnages qui sont comme tu dis, OK, ben lui, là, ça me dérange, ouais, tue-les, là, Jason, tue-les, là, débarrasse-toi de ce personnage-là. Dans le premier film, on s'attachait aux personnages, on n'avait pas le goût que les personnages, tu sais, disparaissent. Dans ceux-là, il y en a comme ce fameux gars-là, là, le fameux gossant, là, ben lui, tu te dis, OK, ben là, bon débarras. Puis lui, bon, on sait, il se fait tuer, un genre, c'est comme à la Annie là, du premier film avec la gorge tranchée à l'envers, donc rien de nouveau là-dedans. Ce qui est très triste, c'est que notre ami Ralph, là, le Crazy Ralph, là, ben, il se fait tuer. Moi, j'aurais bien aimé qu'il continue puis qu'on continue de le voir, là, tu sais. You're doomed, you're all doomed. J'aurais aimé ça qu'il soit toujours là, tu sais. Bon, maintenant, je comprends qu'après, je dis pas que j'aurais voulu le voir pendant 10 films, là, mais je trouve que c'est un personnage qui est assez marquant, puis là, on s'en débarrasse malheureusement dans ce film-là. Donc voilà pour ça. Puis parlant de meurtres, parce qu'il y a des meurtres qui sont très 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 intéressants dans ce film-là. Principalement le meurtre de Mark, c'est probablement un des meilleurs meurtres qu'on aura vu dans la série des Vendredis 13. Et on s'est pas gêné. Même s'il est en chaise roulante, écoute, le coup de machette dans le front et qui déboule tu dis c'est comme ça se peut pas d'oser faire ça, même si c'est tout à fait improbable, parce que si on regarde le décor, je sais pas où ils ont sorti les marches, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a jamais de marche aussi longue que ça. Mais malgré tout, parce que évidemment, tu ne penses pas à ça quand tu regardes le film, mais c'est absolument une scène fantastique, vraiment fantastique. Les autres meurtres, bon, le fameux meurtre de Sandra avec son chum, bien évidemment, c'est un genre de on reprend un peu le meurtre de Kevin Bacon, mais dans l'autre sens. Mais c'est quand même bien réussi. Soit dit en passant, cette scène-là, on devait voir, parce que évidemment, comme je vous dis, on veut toujours en montrer davantage, la fameuse Sandra, on devait la voir nue, évidemment, de face, complètement nue. Et la scène avait été complètement tournée. Mais les producteurs ont découvert que la dite Sandra n'avait que 16 ans lorsqu'elle a tourné le film. Et je ne sais pas si c'est à cause de la MPAA ou quoi que ce soit, mais en découvrant ça, ben, ils ont évidemment été obligés de couper cette scène-là. Donc, pour le malheur de certains d'entre vous, peut-être, je ne sais trop, mais non, cette scène-là donc a disparu. Je ne sais même pas si elle est encore disponible quelque part dans les archives de Paramount, qui sait. Donc, mais quelques scènes comme ça qui sont très bonnes. Mais bref, ce qui est très intéressant dans ce film-là, surtout, c'est les fameux dernières 20 minutes où là, on a Ginny et Paul qui se battent contre Jason, parce que Jason finit par apparaître avec son espèce de sac de patates qui rend hommage vraiment directement au film The Town That Dreaded Sundown. Et si vous allez voir l'affiche de ce film-là, ben, vous allez carrément voir exactement le même costume. La seule différence, c'est que sur la pochette, ben ce gars-là, avec la poche de patate, il y a 2 trous, alors que Jason n'en a qu'un. Parce que je sais pas si c'est une question de budget. On n'a pas de budget à faire 2 trous. Non. Simplement, mais on s'est jamais caché qu'on copiait ça. Puis c'est un film qui avait été fait il y a si longtemps. Ça avait été fait en 1976. Mais le look est vraiment très terrifiant et en regardant les films, on ne dira jamais que le masque est rendu comme une espèce de caricature. Jason, quand on pense à Jason Voorhees, c'est le masque. C'est comme Michael Myers a son masque, puis Freddy Krueger, bon, il a son visage brûlé, etc. Donc ça fait partie de la mythologie. Mais ce fameux sac de patates qui fait penser un peu aussi à The Elephant Man quand il se cachait,
assez troublant quand même, je dirais, parce que tu sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Fait que il y a quand même d'excellentes scènes et ça dure quand même assez longtemps. C'est pas du tout le même genre de formule qu'on a connu, par exemple, dans Halloween, le même genre de stress, mais malgré tout, on réussit à faire en sorte que, Steve Miner, le réalisateur, a réussi à créer des scènes qui sont assez angoissantes et les batailles avec lui, parce que c'est rare de toute façon, hein, vous allez voir, vous avez certainement vu, quand dans les vendredis 13 subséquents, on se bat pas avec Jason. Jason, il règle ton compte assez rapidement. Par contre, là, il y a quand même des scènes où, Paul réussit, il tient tête à Jason, puis Jenny aussi, puis Jenny, réussit à se cacher, puis il y a une scène assez réussie aussi où elle est en dessous du lit, puis quand elle sort en dessous du lit, puis Jason est au-dessus avec sa fourche, tu t'y attends pas. Effectivement, bien évidemment, il y a des scènes cultes, comme par exemple, il y a les fameuses scènes de fenêtres qui ont commencé évidemment dans le premier. Là. On se souviendra toujours de ce fameux corps qui est lancé à travers la fenêtre puis qui apparaît au pied d'Alice. Mais là, effectivement, là, c'est Jason qui apparaît. Bon, probablement, à un moment donné, c'est sa main qui entre dans la fenêtre. Mais il y a cette fameuse scène à la fin, ou presque à la fin, où il apparaît carrément dans la fenêtre. Et ça, c'est une scène, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le comédien, qui d'ailleurs devait jouer le fameux rôle de l'handicapé, c'est lui qui devait jouer ça, puis finalement, ils ont dit, on veut te garder parce que tu es super sympathique. Mais il s'est blessé en faisant cette fameuse scène-là, parce que vous le savez probablement, quand on tourne les gens, quand il y a une question de verre et de vitre, c'est pas du vrai verre et de la vitre, c'est en sucre, mais il s'est blessé véritablement en faisant cette cascade-là. Et puis évidemment, le tout se termine avec cette fameuse scène où Ginny se cache et se transforme en Pamela Voorhees, dis-je. Et puis bon, évidemment, ça donne, comme je le disais un peu tantôt, une scène un peu à la Psycho à la fin. Mais c'est quand même un très bon film. Donc, tout ça pour dire que les personnages sont quand même assez bons. Moins bons que dans le premier, donc un 7 sur 10. Jason est très bon là-dedans, je lui donne un 8. Pour les meurtres, il y en a des très originaux aussi, je lui donne un 8. Et pour ce qui est du film en tant que tel, quand on l'inscrit dans l'univers de tout ça, il y a des bouts qui sont vraiment moins bons, mais qui se rattrapent à d'autres niveaux. Donc pour ça, je lui donne un 8 sur 10 dans la série. Pour ce qui est, si je l'intègre dans l'univers cinématographique, par contre, là, il est beaucoup plus faible et je vais lui donner un 6.5. Donc, écoutez, voilà ce qui fait un peu le tour de ce film, qui est quand même, qui a été très, très populaire aussi dans les années 80 et qui, évidemment, a forcé l'arrivée d'un vendredi 13-3, un peu spécial, dont on parlera certainement très bientôt. Nous aussi, on peut vous faire des surprises, un peu comme Jason Voorhees. On vous revient à la toute fin. On est toujours vivant, ont-ils vu. Oui, parce que suite à l'enregistrement de la capsule que j'ai faite, il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, effectivement. Une cassette vidéo est apparue, en fait. C'est d'un tournage, des images qui ont été saisies par celui qui a fait les effets spéciaux de ce deuxième film. C'était pas Tom Savini, comme je l'ai déjà mentionné. Comme je l'ai dit aussi précédemment, il y a des images qui sont disparues. On pensait que c'était disparu à tout jamais. Évidemment, il n'est pas question de voir la jeune fille de 16 ans. Évidemment, ça serait complètement illégal. Donc ça, on ne verra pas ça. Cependant, par contre, il y a des... vous savez que souvent, dans les coffrets, on va voir des meurtres peut-être plus longs ou quoi que ce soit. Ce qui n'était pas le cas nécessairement pour justement ce film-là. Mais là, c'est maintenant disponible depuis peu. Alors, regardons un petit peu ce que ça peut donner. Donc, c'est Carl Fullerton qui était le maître d'œuvre. Et donc, on peut voir Alice dans cette première scène qui va ouvrir son frigo et on va voir plus longtemps Pamela Voorhees dans le frigo et évidemment là on sait que Jason arrive, un petit coup de pic à glace et tout à coup hop un piercing dans le nez, ce qui n'était pas vu dans le film original. On aurait pu évidemment sacrifier le chat, moi c'est une scène que j'ai toujours trouvée inutile, donc voilà. Ensuite on a notre ami Ralph qui vous le savez se fait étrangler dans la scène qui a été coupée, c'est qu'il se fait étrangler un peu plus longtemps.
le MPAA n'a pas trouvé que c'était utile de le voir souffrir trop longtemps, donc on a coupé le tout. Dans la scène suivante, donc Peralta qui n'en finit plus de mourir, comme vous, finalement ça a été une bonne chose parce que c'était vraiment très long. Le policier, vous vous en souvenez, une scène qui nous fait penser un peu à Halloween 2 d'ailleurs, parce que lui aussi va recevoir un coup de marteau, comme vous allez le voir. Eh bien, ce coup de marteau-là, c'est le même coup de marteau, il n'y a rien qui change. Sauf que le policier, c'est assez tough, comme vous pouvez voir, puisque lui, je sais pas s'il voulait avoir plus de temps à l'écran, mais lui aussi n'en finit plus de mourir. Donc, je ne sais pas si c'est parce que le réalisateur voulait voir ses acteurs ou profiter de ses acteurs plus longtemps. Même chose pour cette lacération au cou. Là, il y a beaucoup de sang, puis je pense que là, évidemment, aux États-Unis, on trouvait que c'était peut-être un peu too much. Peut-être qu'en Italie, on aurait dit oui, mais là, c'était pas le cas. Notre pauvre ami Mark, je pense que la scène auquel on a eu droit au cinéma était bien correcte parce que celle-ci, personnellement, je trouve que c'était peut-être un peu trop, un peu too much. Bref, je pense qu'il y en avait eu pour son argent de toute façon dans la version qu'on a vue au cinéma. Maintenant, après ce terrible accident de chaise roulante, vous vous souvenez sans aucun doute de cette scène avec Jeff et Sandra. Et bien là, on y va gaiement, comme vous pouvez le voir. Donc, scène beaucoup plus longue, beaucoup plus sanglante, où on voit effectivement non seulement du sang en veux-tu en voilà, mais aussi la réaction de Sandra. Donc, on a décidé de couper le tout. Cette scène suivante, ça, il n'y a rien qui change jusque-là. Elle se fait lacérer le jeans. De nos jours, ça serait très populaire. Probablement qu'elle aurait plus d'argent pour son jeans. Cela dit, vous allez voir que la scène, là aussi, a été allongée. Bon, évidemment, cette scène est un peu longue, à mon avis. Elle était déjà longue. Là, ça finit plus de finir. Je veux dire, elle aurait eu le temps de s'enfuir, je pense, depuis déjà quelques secondes. Là. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Elle attend de voir, je ne sais pas, la longueur de la lame. Et elle aussi, comme le policier, n'en finira plus de mourir. Bon, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai vraiment été atteinte par ce couteau, par cette lame? Et en plus, on va avoir le droit à on peut voir un petit peu plus longtemps notre ami Jeff, qu'on n'avait pas vu vraiment. Et puis par la suite, là, je ne sais pas pourquoi, mais il a inclus notre spécialiste d'effets spéciaux, 2 scènes supplémentaires sur sa cassette VHS, des scènes qui n'ont aucune plus-value finalement, parce que ce sont des scènes que vous avez déjà vues. Donc cette scène où Jason émerge de la fenêtre, et puis finalement ça se terminera avec une scène où on va voir Pamela Voorhees, la tête de Pamela Voorhees, mais ça aussi ce sont des scènes qui ne changent absolument rien et qui n'ont pas changé en fait de ce qu'on a vu précédemment. Donc on voulait simplement vous partager ça parce que ce sont quand même des scènes qui ont été supprimées, qu'on n'a jamais vues auparavant. Et puis nous, au TVU, on veut toujours vous en donner plus. Et on vous en donnera certainement plus dans le prochain épisode. À très bientôt.